La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Annie. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Alors, le rituel avant de commencer, c'est toujours de demander à l'invité de se présenter. Voilà, moi je m'appelle J.K. Annie Clarisse, j'ai 50 ans, je suis médecin avec formation spécialisée en gynécologie obstétrique. Mais déjà depuis quelques années, je travaille à la direction de l'hôpital Bruckmann. Okay. Voilà, je suis mariée avec Monsieur Diepton Jules Romain et nous avons 3 enfants de 19, 17 et puis 12 ans demain. Voilà. Magnifique programme. On va revenir sur plusieurs points que tu as évoqués. Avant cela, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé quand j'étais proposé de participer à ce projet? Je me suis dit, bon, voilà, surtout que tu m'as appelé juste après mes 50 ans, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose si je pourrais impacter d'une certaine manière quelque part des jeunes femmes, des jeunes filles, apporter ma contribution. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, avec la petite expérience de vie que j'ai, si je pouvais d'une certaine manière impacter, je serais vraiment avec grand plaisir. Je n'ai pas cherché à calculer qu'est-ce que ça donnerait ou pas. Je me suis dit, je me lance, je le fais. Et si je peux arriver à impacter, ne serait-ce qu'une personne sur cette terre, c'est déjà beaucoup. Je suis sûre que ce sera plus qu'une. Oh, je sais pas, on verra bien. Et est-ce que le terme afropéenne, c'est un terme que tu connaissais déjà? C'est pas un terme que je connaissais, vraiment pas du tout. Et je trouve que vraiment le mot afropéenne rime très très bien. Afro pour Afrique, péenne pour celles qui vivent vraiment en Europe. Je trouve ça, c'était vraiment bien réfléchi. Je sais pas qui l'a inventé, mais la personne l'a vraiment très bien inventé. Moi, je pensais avoir inventé, puis j'ai été chercher, et finalement, c'est un terme qui existe, qui s'utilise très peu, par contre. Même en anglais, il existe. Ah oui, afropéenne. Afropéenne. Ouais. Mais qui est utilisé très très peu. D'où le podcast, c'est de se dire pourquoi ce terme est utilisé si peu alors qu'il est représentatif d'une partie de la population qui est non négligeable. Bah oui, franchement. Et est-ce que tu te sens afropéenne? Moi, je me sens afropéenne parce que après avoir rencontré mon mari, j'ai décidé de le suivre ici en Europe, vraiment pour pouvoir... Je trouve que j'apporte quelque chose à la société européenne. Mes enfants sont tous nés en Europe. Nous leur donnons une éducation africaine et nous essayons aussi évidemment d'adopter tout ce qui est bon au niveau européen que nous pouvons leur apporter. Je trouve que ça cadre très très bien. En tout cas, je me trouve bien dans ce terme afropéenne, en ce sens-là. Oui, donc, je ne perds pas mes valeurs africaines. C'est ça, tu ne vois pas de contradiction, parce que parfois c'est le discours qu'on entend, non, c'est pas possible d'élever ses enfants à l'africaine, en Europe, il y a trop de contradictions. Toi, tu ne vois pas la contradiction, tu trouves que c'est plutôt complémentaire? Je pense que c'est complémentaire et ça apporte un plus pour tout le monde. La diversité, c'est quelque chose de génial, à mon avis. Déjà, même quand vous êtes au Cameroun et que vous avez plus de 200 langues, vraiment, les gens, nous sommes déjà habitués à cela.
Donc moi, je n'ai trouvé aucun problème à vivre en Europe, à m'y habituer. Déjà que j'ai fait mes études aussi en Europe, donc pour moi, je n'avais aucun problème. Je connais les valeurs que mes parents m'ont enseignées et je les en remercie d'ailleurs. Et je pense qu'on peut allier toutes les bonnes choses des diverses cultures. C'est en cela que je tire ma force, en tout cas. Ok. Complémentarité, pas opposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que quand on est complémentaire, on va toujours en gagnant. Ok. Voilà. Je garderai toujours les valeurs primaires de l'Afrique et je prendrai toujours aussi les valeurs complémentaires au niveau européen parce que cela a apporté beaucoup aussi à ma vie. Déjà au niveau de mes études, j'ai pu me former, donc en cela j'ai un plus et je trouve que moi, donner les valeurs africaines à mes enfants, plus les valeurs européennes et les études européennes à mes enfants, je trouve que c'est quelque chose d'incommensurable et qu'on ne peut pas mesurer. Ok, merci. Donc là, tu m'as tendu la perche en parlant de tes parents. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes interviews que la personne que devient chaque femme, ça commence très, 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 très tôt. Oui, ça commence ça, c'est déjà vrai. Très, très tôt. Dès l'enfance, peut-être même avant. Et quand les gens me parlent de leurs parents, de leur éducation, je me dis, ah oui, elle est combative, mais en fait, c'est pas d'hier. Ouais, ça, c'est, et donc, j'aimerais que tu me parles un peu, toi, de ton enfance, de mon enfance, de ton parcours. Ah oui, moi, déjà, toute petite, j'ai eu des parents vraiment aimants. Ma mère est toujours vivante. J'ai eu parce que voilà, je suis orpheline de père. Beaucoup d'amour, j'en ai tellement reçu et j'en ai à redonner moi-même. Voilà, donc je trouve déjà un équilibre vraiment à ce niveau-là. Parlant de mon enfance, très tôt, je dirais vers 8 ans, 9 ans, je savais déjà ce que je voulais faire de ma vie. Oui, je savais que je voulais être... je voulais être ministre de la Santé. Et pour ça, en fait, je me disais, pour cela, dans mon petit esprit d'enfant, je me disais, pour être ministre de la Santé, je pensais qu'il fallait être médecin. Et du coup, je me suis battue pour pouvoir faire les études de médecine. Ce n'était pas un parcours facile, mais c'est quelque chose qui est resté vraiment là, dans mon cerveau. Je t'arrête un peu de ministre de la Santé. Ministre de la Santé, vraiment. Aujourd'hui, je ne gère pas vraiment, je ne gère pas le ministère de la Santé, mais je suis à la direction médicale et j'apporte quelque chose, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a mis en tête une telle idée? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, les petites filles ne rêvent pas grand. On leur apprend plutôt à essayer d'être... Plus tard, tu seras une bonne maman, tu seras une bonne épouse. Alors, rêver d'être ministre... Ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a tu as rencontré une femme qui t'a donné cette envie? Est-ce que tu as vu... Oui. J'ai rencontré... Tu as eu un modèle? Oui, j'ai eu un modèle. Justement, à l'âge de 8 ans ou 9 ans où je me décidais, mes parents m'ont proposé d'aller vivre chez une tante qui, elle, est infirmière. Et pour la petite histoire, elle nous disait chaque fois quand elle rentrait de l'hôpital, je suis heureuse de vous voir en pleine santé parce que lorsque je reviens, c'était dur, mais bon. Parce que lorsqu'elle revenait, nous les enfants, nous courions vers elle. Elle était contente. Elle disait, voilà, quand je vous vois, la fatigue disparaît. Et on lui disait, mais raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment? Elle disait, à l'hôpital, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes malades. Et donc, du coup, quand j'arrive à la maison et que vous êtes en pleine santé, j'aime beaucoup, donc je m'occupe d'eux pour qu'ils soient en santé, mais quand je reviens, vous me donnez de la force. Elle tirait son énergie. Et donc, elle tirait son énergie de cela. Et à chaque fois, pour moi, la voir si heureuse de rentrer à la maison,
me renvoyait à dire, mais plus tard, j'aimerais participer à ce gouvernement pour pouvoir apporter quelque chose qui pourrait soulager la souffrance des gens dans l'hôpital. Okay. Et dans cet petit esprit, je me disais, si je pouvais être ministre de la Santé, c'est fort, je pourrais donc créer des lois qui pourraient aider cet hôpital. Déjà à l'époque, je voyais l'hôpital de ma tante, et puis comme ça, elle pourra rentrer tous les jours aussi heureuse en ayant encore aidé plus de monde. Et voilà. Et ça, bon, et aussi, je me disais à l'époque aussi, j'avais aussi cette tante qui avait parfois des problèmes comme ça un peu avec son mari. Et ces disputes, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu chez mes parents à moi. Je me disais, si je la vois triste parce qu'elle se dispute avec son mari, moi, il n'est pas question d'avoir pour moi un mari comme ça. Donc je me disais, être à la tête du ministère de la Santé, j'apporterais des choses positives pour ma tante. Être le chef de la santé me permettrait déjà à ce que je n'ai rien d'autre à faire que de créer ces lois. On irait jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui m'ouvrirait moi la portière pour que je sorte de la voiture. C'était vraiment tout ça dans mon petit esprit. Oui, j'avais vraiment construit cette truc dans mon cerveau. Et alors, encore des petites anecdotes comme ça, j'en ai encore tout plein. Je me souviens, lorsque je voyais une poule avec des petits poussins. Alors, je voyais des petits poussins qui marchaient derrière leur petite maman poule, si je peux m'exprimer comme ça. Et un jour, cette poule m'a semblé triste et affaiblie. J'ai couru dans la pièce où ma tante gardait des seringues. Donc, j'en ai pris une et j'ai essayé de tirer de l'eau. J'ai vraiment pris de l'eau dans ma seringue. J'ai essayé de faire comme ma tante quand je voyais ma tante qui faisait des trucs. Et j'ai attrapé cette poule qui me semblait... Je lui ai mis une piqûre. Vraiment injecté cette petite truc d'eau dans la patte. Ouais. Et la pauvre poule qui partait en machin, le lendemain, quand j'ai vu la poule qui était bien, je me dis, je t'ai soignée. Mais voilà, mais bon, est-ce que la poule était malade? Est-ce qu'elle était fatiguée? Vraiment, ce sont des choses... on sent vraiment la vocation, mine de rien. Donc, ça ne s'invente pas, ça. Et donc, depuis cet âge-là, voilà, c'était ça. Non, donc il y a vraiment une vraie vocation, parce que être si petit, avoir une telle sensibilité... Ça ne s'invente pas. Et aussi... Ça ne se force pas. Non, c'est vraiment quand j'ai terminé même mes études en médecine, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire comme spécialité. Et je l'ai su, en tout cas, je l'ai su déjà quelques années avant. Pourquoi? De nouveau, encore une autre tante qui m'a impactée. Je crois que je faisais la 3e année médecine ou 4e année médecine. J'avais une tante, justement la sœur cadette de cette autre infirmière qui, elle, dans la famille, n'avait qu'un seul enfant. Elle n'avait eu qu'un seul enfant. Or, vous savez que les Africains aiment avoir beaucoup d'enfants. Et c'était de nouveau une souffrance pour elle. Et pour moi, une souffrance, c'est quelque chose pour moi qu'il fallait enlever. Donc, de nouveau, me revoilà et je me suis fixée. J'aimerais être gynécologue pour pouvoir arriver et lui donner plus qu'un enfant. Essayer de faire à ce qu'elle ait plus qu'un enfant. Malheureusement, je suis arrivée un peu trop tard. Mais bon, j'ai pu aider d'autres femmes. Oui, c'est ça qu'elle dit. Voilà, j'ai pu aider d'autres femmes parce que il y a une personne qui te donne cette envie, mais cette envie, elle se répercute. Exactement, de nouveau, c'était la sœur de l'autre. Toute l'importance de la représentation. Oui, la famille pour moi est sacrée. Ok. Vraiment, je crois que je puise beaucoup de mon énergie là-dedans. La famille. Dans le côté familial. C'est vraiment chouette. Parlons un peu de tes études. Tu disais que le parcours a été compliqué. Ouais. À quel niveau? Déjà à la base, j'avais souhaité faire mes études aux États-Unis. Mon père a dit ok, pas de souci, on va faire ça. Nous sommes allés à l'ambassade des États-Unis, on a déposé tous les dossiers, tout ce qu'il fallait. Je crois quelques jours après,
l'ambassade nous a appelés en disant ben, vous pouvez passer chercher le passeport avec le visa. Sauf que dans la nuit du jour où la veille, si vous voulez, du jour où je devais prendre ce visa, il se trouve que dans l'avion du fils du président à l'époque au Cameroun, cet avion aux États-Unis, ils avaient trouvé de la drogue. C'est ce qui avait été dit, j'en sais rien. Du coup, l'ambassade avait fermé, a décidé d'arrêter la remise des visas ou quoi que ce soit. Du coup, quand je suis arrivée, on nous a dit on ne délivre plus de visa à partir d'aujourd'hui jusqu'à temps. J'étais déjà à moins, je ne sais plus combien de temps de mon départ. Donc, ce parcours-là, c'est soldé de façon... ça a été difficile, en tout cas, pour moi. J'imagine. C'est quand on touche son rêve du doigt et on vous l'arrache. Et donc, c'est en rentrant à la maison et il y a eu un ami de mon père qui est entré. Et mon père lui a dit, ma fille, n'arrête pas de pleurer parce qu'on ne lui a pas donné le visa. Elle voulait aller faire ses études de médecine aux États-Unis et tout ça. Et alors, l'ami qui dit, si elle voulait aller faire ses études aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Si elle tient à faire ses études, elle pourrait continuer à faire ses études, mais elle pourrait continuer à faire ses études à Moscou, par exemple, si elle veut. Et alors, mon père m'a dit, je sais pas, et il m'a appelé. Il m'a dit, voilà Annie, voici un ami à moi qui est arrivé, son fils fait ophtalmologie à Moscou, et voilà, il part dans quelques jours, et il se demandait si ça t'intéresserait de partir à Moscou. Moi, à la fleur de l'âge, je dis je pourrais m'envoler, aller n'importe où faire mes études. Moscou, c'est pas une destination courante. Non, c'était pas une destination courante, mais j'avais la rage de vouloir être médecin. Je pourrais faire cette médecine en français, en anglais, en italien, en n'importe quoi, peu m'importait en fait. Et donc j'ai accepté. Et en 2 semaines, j'étais partie. Wow. J'étais partie pour Moscou, pour faire mes études à Moscou. Dingue. J'ai fait mes études en russe à Moscou. Ça, c'est dingue. Ouais. Et donc peu il a fallu, tu as fait une année d'apprentissage? Non, pas une année. Alors, vous avez 3 mois intenses où on vous refait presque tout le programme de la terminale. Ok. En russe. On vous apprend la langue russe. Vous êtes baigné dedans. Vous ne parlez que ça. Moi, j'aime les langues. De toutes les façons, j'aime les langues. Donc, ça ne m'a pas créé de problème outre mesure. Et après les 3 mois... j'ai une collègue russe d'ailleurs aujourd'hui, déjà quelques années ici à la direction médicale. Donc, voilà, on s'exerce encore régulièrement. Et c'est comme ça que après ces 3 mois, on nous a baignés dans les amphithéâtres avec tous les autres étudiants russes. Et voilà. Et donc, j'en suis sortie au bout de 6 ans médecin. C'est là où je suis rentrée au Cameroun. Combativité. Donc, tu arrives dans un pays rien à voir avec le tien, donc, mais vraiment rien à voir parce que la langue russe, c'est pas l'anglais ou l'espagnol. Du tout. Et là, tu enchaînes tes années sans quoi. Les 3 premiers mois, j'ai fait que du russe. Que du russe. On était imprégnés dedans, matin, midi, soir. Tout le programme de la terminale, on le refaisait. Maths, français, chimie, voilà, tout ce qui est sciences et tout ça. Et donc, on réapprenait tout ça. Tu te rends compte quand même que les gens étudient en français et ratent. Mais non, je veux dire, lorsque vous avez une rage interne de vouloir faire quelque chose, je pense que vous y arrivez. Oui. Quel que soit le chemin, il peut être tortueux, il peut avoir plein d'obstacles. D'ailleurs, il y a toujours eu des obstacles. Et comment ça se passe la vie en Russie pour une jeune Camerounaise, une jeune femme noire qui débat? Parce qu'en plus, c'est dans les années 92. Oui. Donc, c'est pas les années 2000 avec ce qu'on connaît les réseaux sociaux. J'imagine que vous n'êtes pas nombreux à être
noires, vous êtes Et pas nombreux des femmes justement, noires. je me rappelle, j'étais dans la deuxième université d'État de médecine et justement là, en médecine, nous étions que 3 Camerounais et 3 Blacks en réalité. Voilà. Et pas à Patrice Lumumba. À Patrice Lumumba, l'université Patrice Lumumba, il y avait plein d'Africains, plein d'étrangers. Mais ça je n'étais pas dans cette université-là. J'étais dans l'autre université où il y avait vraiment très, très, très peu d'étrangers. Là, j'étais, d'Africains. Moi, il y avait 3 Camerounais. Voilà. Et nous avons cheminé, tous les 3, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous êtes serré les coudes. On s'est serré les coudes de cette année 92 jusqu'au bout. Et voilà, nous avons tous reçu nos diplômes. De nouveau, mes parents sont venus me soutenir comme à l'accoutumée. Oui, ils sont venus à la remise du diplôme. Génial, ça c'est magnifique. Et donc après ça, toi tu rentres au Cameroun. Après ça, je rentre donc au Cameroun et je me dis, voilà Annie, tu t'étais promise de voir ce que tu voulais faire, d'essayer de tâter un peu le terrain. Et là, je me souviens tout de suite, ma tante avec qui je parlais d'enfants et tout ça, je vais aller donner une année de bénévolat en gynécologie obstétrique à l'hôpital central de Yaoundé. Chose dite, chose faite. Je n'avais pas un centime de salaire. Je faisais 3 nuits, 3 jours sans rentrer à la maison. Ma maman elle venait porter à ma mère. Ma fille, s'il te plaît, mange quelque chose. À l'époque, la misère m'empêchait de rentrer à la maison. La misère... regarder une dame qui restait sur le brancard et dont on savait qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Aucune famille ne pouvait venir la soutenir, m'empêchait, moi, en tant que médecin, jeune médecin à l'époque, de rentrer et de fermer les yeux. Du coup, je prenais les gardes de mes collègues. Ah non, vous pouvez rentrer, je reste. Je reste avec ces... Je reste. Et donc, je pensais vraiment le faire finalement pour ma tante, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes à qui j'ai fait, je dirais, à qui j'ai apporté beaucoup de soutien, j'ai pu aider de ma modeste façon possible. À l'époque, j'étais encore, comme je dis, encore sous la coupole de mes parents. Tout mon argent de poche passait vraiment pour essayer d'aider ces femmes, à l'insu de mon père, ma mère, bien sûr. Oui, j'imagine. Mais c'est épuisant, ça. Ça n'était pas épuisant pour moi. Non. Parce que c'est comme d'essayer de sauver le monde. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Tu avais la jeunesse et la fougue de ton côté. Et cette énergie-là qui débordait. Non, je ne voyais pas... une envie que tu traînais depuis des années. Donc, je ne voyais pas ça comme ça. Pour moi, c'était... J'apportais quelque chose et je n'attendais rien de ces femmes-là, en fait. Tout ce que je voulais, c'était de lire un peu de joie, de bonheur, comme sur le visage de ma tante quand elle rentrait. C'est tout ce que je demandais. Il y avait toujours ce truc en face de moi. Donc, non, je faisais 3 jours, 3 nuits. Ma mère, il fallait qu'elle vienne à l'hôpital elle se demandait qu'est-ce qui arrive à ma fille. Elle arrivait, elle me trouvait toujours en train de monter, descendre. Je dormais à peine. Voilà, est-ce qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça là? Non, tu étais toute seule. Non, il n'y a pas de... C'est ça que je demande, est-ce que c'était pas épuisant de porter ça sur tes petites épaules? J'étais toute frêle. Tu t'en rendais pas compte? Oui, je ne me rendais pas compte, justement. J'étais toute frêle. Tout le monde pouvait penser que je tomberais, mais j'avais plein d'énergie. Et je ne souffrais de rien, en fait, à part le fait de voir les autres souffrir. Je n'avais pas de fatigue. Quand je rentrais à la maison, c'était pour m'affaler. Et puis, de nouveau, être en pêche le lendemain pour y repartir. Pour retourner. Voilà. Et alors... Et on tient comme ça combien de temps? J'ai tenu comme ça 1 année. Parce qu'à la fin de cette année-là, j'ai dit, ah oui, ça me parle vraiment, cette spécialité. Je vais donc faire un concours. Je vais faire un concours pour vraiment entrer dans la spécialisation. À ce moment où je prends cette décision, le concours pour le Cameroun, pour le CUS, qui est l'école de médecine, est bouclé. Donc, encore un obstacle. Encore un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là-dessus, je décide d'aller le faire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Rien ne t'arrête quoi. Je décide d'aller le faire en Côte d'Ivoire parce que justement dans les mois qui suivaient, il y avait ce concours en Côte d'Ivoire.
Alors, je viens voir de nouveau mon père et je lui dis, voilà, je veux aller en Côte d'Ivoire pour faire la spécialité en gynécologie obstétrique. Et mon père qui me regarde, il me dit, ok, ben, je vais te payer un billet d'avion aller-retour. Je dis, papa, ça sert à rien, tu me payes un billet aller. Et mon père, il dit, ma fille, tu me dis, tu vas faire un concours. Je dis, oui, je vais faire un concours. Et il me dit, mais il te faut donc un billet aller-retour. Je dis, ben, j'en ai pas besoin. Je ne pars pas pour rentrer. Oui. Je vais réussir. J'adore. Et mon père, il se dit de nouveau encore. Là, voilà, encore de nouveau. C'est la même personne. Je n'ai pas le souvenir s'il a finalement acheté le billet aller-retour ou aller simple, parce que dans mon cerveau, j'étais complètement fixée. Je suis allée donc en Côte d'Ivoire. J'ai passé donc ce concours. Nous étions, 200 personnes, quelque chose par là. Et j'ai réussi ce concours. Et j'ai réussi ce concours dans un autre pays, justement. Quels étaient mes chances, j'en sais rien. La volonté. En Côte d'Ivoire, où j'avais mis pied, j'avais fait mes études à Moscou, dans un pays européen, et que je devenais faire un concours dans un pays africain, pour même pas le Cameroun, où j'avais déjà fait une année de... Quels étaient mes chances, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu une volonté d'en faire, et je suis allée, j'ai réussi. Et donc du coup, je suis restée là. Tu enchaînes. J'ai commencé. Là, t'as vraiment peur de rien. Oui, parce qu'on parle quand même d'une jeune fille de quoi, 20 j'avais 19 comme matin, j'étais déjà 26 ans. Voilà, 26 ans. 26 ans, donc, et que c'est des époques où on bouge pas. Maintenant, on bouge beaucoup, les gens. Oui, mais à l'époque, non. Et en Europe, c'est aussi facile parce que le train, on est en France, le train, on est en Allemagne. C'est ça, mais non, à l'époque, non. Afrique, à l'époque, c'était complètement différent. Et quand on bougeait encore, il y avait encore plein de familles qui venaient à l'aéroport vous accompagner. Oui, voilà, c'était la belle époque. Mais voilà, j'avais dit à mon père, je ne reviendrai pas, je vais pour ici. Donc, ne gaspille pas ton argent. Mais il m'écoutait pas, il se disait encore celle-là dans ce... J'imagine le papa. Donc, j'ai été retenue. Voilà. Donc, je commence directement ma formation de gynécologie obstétrique là. On note quand même le soutien inconditionnel des parents. Oui, toujours. Ils te suivent. Ils me suivent toujours. Peu importe que ça monte ou que ça descende. Parce que peut-être qu'ils sentaient la détermination, mais en même temps, ils ne comprenaient pas trop. Mais ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu. Parce que ça, quand même, il faut le noter. Oui. Et voilà, ils m'ont toujours soutenu. Et puis, comme je dis, j'ai reçu beaucoup d'amour de ma famille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'en ai à revendre. Et là, comme je disais tantôt, je vais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au CHU de Cocody. C'est là où je commence. Cocody. Je connais. Voilà, c'est là où je commence ma formation en gynécologie obstétrique. Et c'est à la fin, je dirais, de cette année-là, que je rencontre mon mari, mon futur mari, qui lui... La vraie histoire commence maintenant. C'est maintenant qu'il faut écouter. Qui lui était en Belgique, qui faisait ses études en Belgique, à Bruxelles, dans dentisterie. Je pense même qu'il avait terminé. Oui, il avait terminé. Et je l'ai rencontré pour la première fois à l'aéroport d'Abidjan. C'est tout encore un long processus. Je me rappelle toujours de ça comme si c'était hier. Et alors, ce monsieur qui m'a fait tourner la tête, j'ai rencontré justement à l'aéroport d'Abidjan que je vois pour la première fois. Vraiment en vrai que je vois pour la première fois. Et depuis lors, il est resté, je crois, 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Et quand il est reparti, il est arrivé et il m'a dit qu'il souhaitait cheminer avec moi vraiment. Et je me suis dit, de nouveau, s'il faut ça, je n'accepterai pas une vie à distance, une vie de couple à distance. Je suis donc en 2e année. Pendant ce temps, je postule donc à Bruxelles
Ouais. Parce que ma condition était de nouveau. De nouveau, je me t'ai dit, il n'est pas question pour moi d'entretenir des relations à distance, même si je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit, je dois faire donc ce concours. Je devais faire donc de nouveau un concours à Bruxelles pour pouvoir entrer en 3e année de gynécologie. Ok, d'accord. Parce que j'étais en 2e. Oui. Il fallait poster dans donc, en milieu deuxième année, de formation, il faut encore reposter. En milieu de formation de gynécologie sur place, il fallait faire, puisque là, c'était l'Afrique, là, c'était l'Europe. Donc, malgré tout, il faut toujours quand même un concours. On ne se déplace pas d'un truc comme ça à l'autre. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites une formation en gynécologie à Bruxelles, vous avez 3 années sur le territoire belge et 2 années à l'extérieur. Donc, je pouvais faire donc valoir mes 2 années de Côte d'Ivoire comme étant l'extérieur et faire donc mes 3 années sur place, étant même alors à ce moment 3e, 4e et 5e année de gynécologie. Et là, pour cela, il fallait de nouveau passer un concours. Décidément, toute l'histoire de ta vie. Il fallait de nouveau passer un concours. Et mais ça ne t'arrête pas, ça ne te fait pas peur. Là, et il me demande la main. Et je décide intérieurement que, voilà, je crois en Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, si tu veux vraiment, si tu trouves que c'est mon chemin, il faudrait que je réussisse. De nouveau, je vais aller faire un concours dans un pays européen, certes, mais c'est pour une spécialité dont j'ai tout fait en Afrique. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe alors à Bruxelles. Quelle est leur manière de fond, comment ils fonctionnent. Voilà. Et j'ai décidé donc de bosser, d'étudier. Et alors, je me souviens à l'époque, nous étions probablement, je pense, une vingtaine pour qui postulaient pour l'ULB et il fallait 3 places. Une vingtaine de quoi, de l'Afrique? Une vingtaine, juste de l'Afrique. Une vingtaine de l'Afrique. Et il y a, parmi ceux-là, il y avait, je pense pour dire l'Afrique, je dirais des étrangers. 20 qui ont postulé. Qui ont postulé. Donc de partout. Étrangers, de partout. Alors, moi, je venais de la Côte d'Ivoire. Il y avait ceux qui étaient déjà sur le territoire là et qui sont encore étrangers. On peut dire ça comme ça. On a pris 3 et j'étais parmi les 3. De nouveau. Donc, j'avais choisi 3. Les bénis des dieux. Oui, de nouveau. Et donc, dès qu'ils m'ont dit que j'avais réussi, que je faisais partie des 3 qui avaient été retenus, je suis partie. J'ai accepté d'aller me marier tranquillement, en paix. Ça y est, voilà, j'avais accepté de me marier avec lui. Mais c'était très difficile de manière intérieure de me dire que je devais rester en Côte d'Ivoire pendant que lui est là. Et donc, ce concours, et c'était pour moi quelque part le signe. Si je réussis, ça veut dire réellement que c'était la bénédiction du ciel, quoi. Voilà. Et ça a fonctionné. J'ai réussi, nous sommes tranquillement. Un mois plus tard, nous étions au Cameroun, nous nous sommes mariés. Ça a été vite quand même, les choses chez vous. En 1 an, on s'est mariés. On s'est mariés en 1 an. Il a demandé ma main au milieu de la 2e année. Et puis, pour lui, c'était quelque chose de sûr. Et très, oui. En 1 an, on s'est mariés entre le moment où je l'ai connu, où j'étais en première année, où je termine ma 2e année et que je suis en train de passer mon concours. La main, il m'avait demandé ma main, mais je restais toujours... Je me disais... Les choses n'étaient pas finies pour... Oui, il fallait quelque chose que le ciel m'envoie, je ne sais pas, un signe. Alors, fais-moi réussir ce concours où je n'ai pas réellement de chance. Je me disais... parce que quitter la Côte d'Ivoire où tu as fait déjà des 2 années en gynécologie obstétrique. Ton chemin était déjà tout tracé, là. Oui, pour moi, c'était tout tracé. Je terminais en Côte d'Ivoire, je rentrais au Cameroun. Voilà, c'était ça pour moi. Je rentrais au Cameroun, je m'installais et puis voilà. Mais non. Eh bien, le Seigneur de nouveau me renvoie de nouveau ailleurs. Voilà. Et tu n'es pas une afro-païenne, tu es une globe trotteuse. Non, j'ai suivi l'homme de ma vie et puis ça c'est joli. Voilà quoi, un peu. Voilà un peu l'histoire. C'est comme ça que tu arrives en Belgique. C'est comme ça que j'arrive en Belgique en fait. Voilà, vraiment, c'est ça. Difficile. Toujours comme ça, je monte, je descends, je vais à gauche, je vais à droite. Et maintenant, ça fait du coup 20 ans.
20 ans, ça fait 20 ans que nous sommes mariés et voilà. Justement, on a fait nos 20 ans de... Ah juillet, oui, là. en même temps que... oui. 20 ans de mariage, là. C'était 20 ans, c'était au mois de juillet, le 27 juillet. Félicitations. Félicitations, parce que quand même, c'est des noces de quoi, ça, 20 ans? Moi, j'arrive jamais à me souvenir. C'est pas une note de porcelaine. Oh là là. J'arrive jamais à retenir. Oui. Bon, je Ouais, renseignerai. Ouais. Ouais, on mettra ça en note pour le podcast. Tous ceux que ça intéresse. Donc, 20 ans en Belgique. Oui. Un mari, 3 enfants. Oui. Un magnifique boulot. tout réussi. Bon, je me plais dedans parce que j'allie facilement le professionnel avec tout ce qui est le privé. Oui. Et comment tu y arrives? Je sais que si j'étais restée à faire uniquement la gynécologie, oui. Les enfants, ils arrivent, ils toquent jamais à la porte, ils disent jamais je serai là midi ou à 13h. C'est parfois à 3h la nuit, c'est parfois à 2h. Oui. Donc j'ai calculé le pour et le contre. Et finalement, je suis tombée finalement... C'était une opportunité finalement d'être à la direction médicale en fait. Je suis tombée là vraiment tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Ouais, tu n'avais pas prévu? Non, ça, j'avais pas prévu. J'allais vraiment pour autre chose. Et là, on me propose ça. Je me dis, oh, qu'est-ce que se passe là? Ouais. Et je ne savais pas à l'époque qu'est-ce que c'était réellement où je travaille là, ce dans quoi je travaille, c'est le RCM, résumé clinique minimum. Ça, je ne savais pas exactement. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on avait besoin de mes compétences de médecin. Maintenant, c'était administratif. C'est dans un sous-département financier. Voilà. Et ouais, ça c'est le côté qui est pas très connu dans la clinique. Enfin, on dit l'hôpital. Ben oui, l'hôpital, c'est on est soigné, on donne des médicaments, on y va, on se rend pas compte que derrière tout ça, il y a toute une autre il y a toute une machine qui fait fonctionner. Effectivement. Oui, moi j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans les sous-sols de Brugman à Schaerbeek, donc le petit Brugman. Oui. Et là, il y a des moteurs dans tous les sens. Et on fait et ça fait tourner les respirateurs. On se dit, bon, enfin, mais l'hôpital, c'est toute une. C'est pas que des blouses blanches et des patients. Hein. C'est pas que des patients, des blouses blanches ou des seringues ou des stéthoscopes. C'est tout autre. C'est vraiment beaucoup de choses. Et la direction médicale, il faut trouver des financements. Exactement, exactement. Et donc, justement, mon boulot, vraiment, au niveau financement, ça représente 40-45% du budget moyen financier. Donc, énorme. C'est vraiment une grosse partie. De plus en plus, ça prend de l'ampleur, cette partie-là. Voilà. Il n'y a pas que les honoraires des médecins. Ah, bah non. Il n'y a pas que... Non. Il y a tout autre chose. Et pourtant, c'est ce qu'on croit. Voilà, non. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien. Mais comment ça se fait que ce soit si peu connu? Parce que ça n'intéresse pas ou Moi, quand je faisais donc ma spécialisation justement à Brugman, je ne m'intéressais pas à ce qui est administratif. Les praticiens ne s'intéressent pas à ça. Justement, je ne m'intéressais pas à ça et j'avais à la limite, j'étais même énervée lorsqu'on me demandait de remplir un document. Parce que ça me faisait chier, ça me perdait du temps. Maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je comprends mieux. Oui. Et c'est vrai que l'information n'est pas facile, n'est pas divulguée au sein de l'hôpital comme il se devrait. Je ne sais pas, voilà. La direction essaye de faire tant bien que mal. Mais j'avoue que lorsque je faisais encore ma spécialisation en gynécologie obstétrique à Brugman, je n'avais jamais entendu parler du SM. J'avais jamais entendu, je ne savais pas ce que c'était quoi. Tout ce que je savais, c'est que je reçois une patiente, je soigne ce problème et puis basta, au revoir. Voilà. Et le reste, comment sont financés les chauffages, les infirmières, les médecins, tout ça, et toute la pharmacie, comment ça fonctionne, je ne connaissais rien du tout. Rien du tout. Maintenant, c'est ça que tu gères. Voilà, pourtant, c'est vraiment le poumon de l'hôpital. Ben oui. Le poumon de l'hôpital. Il faut un peu gérer sans ça finance, comme... c'est compliqué. Hein. Oui. C'est un peu imaginer que vous avez l'hôpital qui est votre maison et que là-dedans, dans votre budget de votre salaire, vous devez avoir l'argent pour payer les murs, l'argent pour payer les chauffages,
l'argent pour de l'eau, imaginez pour la dame de ménage qui vient, voilà, et pour le repas, quelle est la partie attribuée au repas, quelle est la partie attribuée tout ça, c'est vraiment quelque chose. On ne peut pas dire, oui, on vit dans une maison. Il faut l'entretenir. On est bien content quand c'est propre. On est bien content quand c'est propre. C'est pas par magie. On est bien content quand le repas est fait. Il fait chaud, il fait bon. On a repeint. C'est ça. Il y a à manger. D'où vient la nourriture? Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut qu'on gère un hôpital. Vraiment en imaginant qu'on est dans comme une maison et que chaque part de ta bourse est attribuée à telle chose, telle partie. Et qu'il y a des financiers qui doivent veiller à ce que ce soit équilibré. Qu'on ne se retrouve pas en perte. Exactement. Que les bénéfices soient redistribués. Exactement, comme ça se doit. C'est-à-dire qu'il faut éduquer, par exemple, avant, par exemple, 2002, les lits, c'était au plus vous mettez un patient dans un lit, au plus le gouvernement vous finançait. À l'époque, de ce que j'entendais, il semblerait qu'on allait même chercher les SDF dehors et on les remplissait, pour remplir les lits. Parce qu'à ce moment, le gouvernement devait donner les subsides, tout ça, en fonction du fait qu'il y a un patient là. On s'occupait pas le jour. Non, c'est le contraire. Aujourd'hui, lorsque vous mettez un patient dans le lit, vous devez justifier en fonction de sa pathologie, en fonction de la sévérité du patient, le nombre de jours. Voilà. C'est pour ça que les gentilles femmes qui ont accouché, on essaie de les mettre dehors. Gentiment, pas trop vite, mais voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque durée, il y a ce qu'ils appellent la durée moyenne de séjour. Pour tous les hôpitaux. Par exemple, une femme qui accouche, on sait qu'elle peut faire 3 jours, 4 jours. Donc, une femme qui n'a eu aucun problème, c'est pas la peine de tirer 7-8 jours parce qu'elle ne sait pas allaiter. On peut faire appel à une sage-femme qui pourrait l'aider en l'allaitement. Au lieu de faire dire, parce que le surplus de journées où elle passe à l'hôpital sans motif réel, entre guillemets, médical, ça a un coût. Ça a un coût. Ce sont les coûts d'électricité, les coûts de dames de ménage, les coûts d'infirmiers qui passent, de la gyné ou de je ne sais pas quoi qui passent, et qui ne sont pas remboursés au final. Donc, nous avons des forfaits. Ça sont des réalités. Et ce sont des réalités. Et donc, la direction de l'hôpital essaie de manager sans toutefois dire oui, vous devez aller faire sortir vraiment les patients, parce qu'on sait qu'au final que c'est le médecin qui décide que le patient est apte à sortir ou pas. Il y a ce côté humain, mais il y a aussi le côté finance à la Oui, c'est une réalité. Sinon, on tombe tous. C'est une réalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, je comprends mieux le système de la direction, la difficulté que la direction a à essayer de manager et ses médecins pour que les médecins soient contents et les patients pour que les patients soient contents de revenir et ne se sentent pas frustrés parce qu'on leur a dit vous sortez au jour 3 et pas au jour 7, vous devez sortir. C'est pas parce que votre mari n'est pas rentré de son voyage qu'on va vous traîner à l'hôpital. On comprend bien que vous êtes seul, mais c'est compliqué aussi pour nous. Plein de choses comme ça. C'est un vrai jeu. C'est ça. Est-ce que tu as... tu verras pourquoi je te pose cette question, mais est-ce que tu as d'autres collègues qui sont des femmes noires autour de toi? Autour de moi, dans ma profession actuelle? Dans ta profession à la direction? À la direction, ici, à la direction, j'en avais une à Bruckmann, à Erasme, pardon. Je suis la seule. Toutes les directions, vous connaissez? Disons que lorsqu'on se rencontre à une conférence, on se présente, vous êtes qui, vous êtes où. Là, on ne se connaît pas dans tous les hôpitaux, mais quand tu sais qu'il y a le RCM à tel que vous êtes arrivé à la même conférence, vous dites bonjour, vous faites des connaissances. Par se croiser. Voilà, vous finissez par vous croiser. Et à la direction, là-bas, comme ça, à ce poste-ci, où je suis actuellement, de médecin responsable du RCM. J'en avais une à Erasme. Et c'est tout. Et tu crois que c'est parce que c'est... éventuellement, parce qu'on est d'accord que des médecins femmes noires, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'elles ne sont pas intéressées par le poste ou est-ce que c'est un poste qu'on va moins leur proposer? Ou il n'y a pas de débat? Je
Je pense qu'à la base, quand on fait la médecine, c'est parce qu'on a envie d'être auprès des patients. Ok. Donc, les postes médecins administratifs, en réalité, ne sont pas la chose vers laquelle un médecin se tourne facilement, tu sais, tout simplement comme ça. Ce sont les occasions de la vie comme ça, les raisons de la vie qui font que, par exemple, moi, je m'étais dit, j'accepte ce poste, il est administratif, il me permet d'être là à telle heure, d'être rentré à telle heure pour pouvoir prendre le relais avec mes enfants et ne pas être en train de faire plein de gardes. Voilà. Mais tu peux comprendre je peux comprendre que ce soit un poste qui ne soit pas facile à accepter pour ces autres médecins. Parce qu'à la base, lorsque vous faites de la médecine, c'est vraiment parce que vous voulez aider, vous voulez être près du patient. Voilà. Vous ne faites pas ça parce que vous voulez diriger. Parce que moi, j'ai parfois l'impression que j'ai travaillé dans quelques hôpitaux et j'ai parfois l'impression que justement, on se bat un peu pour devenir directeur médical, directeur financier, surtout dans les hôpitaux privés. En tout cas, les africaines. Non, qu'en général, c'est des places qui sont quand même mais c'est les places qui convoitées. sont convoitées, mais pas forcément par les médecins. Vous allez voir des gens qui convoitent être directeurs, ils sont directeurs des hôpitaux sans forcément être médecins. Ah, d'accord. C'est convoité, mais c'est pas forcément par les médecins. Ce sont des financiers. Ça peut être les économistes, ça peut être les financiers, ça peut être une infirmière qui a envie de... Voilà. Ok, très bien. Mais ceux qui convoitent réellement, c'est très peu souvent des médecins qui ont fait la formation des médecins à la base. Ça va. Non, je posais la question parce que j'ai discuté avec Inès et je me disais... Je lui ai posé exactement la même question. Est-ce que tu as d'autres sages-femmes noires autour de toi? Donc, elle réfléchissait et puis elle se disait non. Pas du tout. Non, à Erasme, elle est toute seule. Elle en connaît une autre à XL, je pense. Et je me dis, et pourtant, c'est elle-même qui me dit, et c'est vrai que pourtant, pendant les études... Elles sont nombreuses. Mais où sont-elles passées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce poste que j'occupe... les médecins à la base, quand ils font, pour ça je peux expliquer que les médecins à la base, quand ils font de la médecine, c'est pas pour aller faire de la gestion. C'est déjà une des choses que je disais tantôt lors de ma formation en gynécologie obstétrique à Brugman. J'avais horreur de tout ce qui est paparasserie. Oui. Vraiment. Remplir un le SCM. Franchement, j'étais là pour soigner pour le patient, le reste, ça ne m'intéressait pas vraiment la paparasserie. Alors que je comprends mieux aujourd'hui. Oui, maintenant que tu es dedans et que tu comprends l'intérêt. Je comprends mieux aujourd'hui. Ok. Mais là, dans ce cas-ci précis, oui. Ceux qui choisissent de venir travailler au RCM en tant que médecin, je pense pas que leur première idée au départ, c'était ça. Depuis le moment où ils faisaient leurs études, non. Et voilà, quand on veut diriger ou quelque chose de ce genre, on va d'emblée dans les études... économie, finance et tout ça. Et donc, c'est vraiment au cours de toi, c'est un parcours particulier. C'est vraiment un parcours emmené... particulier qui voilà. Un parcours de vie qui m'a ramené vers là. Ça va, super. Et donc, j'apprécie, jusqu'à aujourd'hui. Clair et net. Je vois ça. J'apprécie beaucoup. Et comment tu vois, du coup, ton avenir en tant que femme noire en Europe? En tant qu'individu, tout simplement, parce que c'est pas qu'une question d'être une femme noire. Bon, en tant qu'individu, comme je dis, je puise vraiment de l'énergie dans tout ce qui est famille. Voilà, donc le fait de travailler justement à ce poste de direction médicale, j'ai pas de garde, j'ai pas de prime de garde ou de ceci, mais je ne regrette en aucun cas. Parce que je sois un peu moins payée, je ne regrette pas du tout. Parce que grâce à ça, je peux être auprès de ma famille, auprès de mes enfants et suivre leur éducation, vraiment qui compte pour moi. Parce que lorsque vous avez des enfants, il faut leur donner des valeurs. Si vous avez un enfant qui flanche, je ne pense pas que vos vieux jours, vous serez heureux. Non. Donc, franchement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je souhaiterais que mes enfants réussissent leur vie. Qu'ils soient heureux et je les accompagnerai dans leurs rêves comme mes parents m'ont accompagné dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà, j'essaierai de les accompagner avec
le peu de choses, le peu de mœurs que j'ai reçues. Voilà, moi, si je pouvais savoir que en fermant l'œil aujourd'hui, que mes enfants étaient heureux, c'est tout ce que je demande. Ok. Eh bien, ça, c'est une belle parole de fin. Mm. En tout cas, j'étais vraiment super contente de cette discussion. Le plaisir. Très inspirant, vraiment très inspirant. Oui, Donc, si, je peux te le dire. Alors, petit rituel de fin. Moi, j'aime bien demander aux invités s'ils ont à nous proposer des références en termes de lecture ou de films ou je sais pas, quelque chose d'autre où tu te dis voilà ce qui m'a accompagné durant mon parcours. J'aurais aimé lire ce livre plus tôt, il m'a vraiment inspiré, il m'a donné la force d'évoluer. Voilà, oui. Ou ce film, ou cette musique, je sais pas, n'importe quoi. C'est fou parce que au fil des années, je trouve que il y a des choses que j'ai eu à apprendre à mes 40 ans dont j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Mais vraiment, c'est qui m'a apporté. Et je trouve, non seulement au niveau professionnel, mais au niveau privé, c'était ma formation en management. Parce que ça, je ne l'ai peut-être pas dit. Oui. J'ai fait une formation de management, 2 ans de management, en cours de soins. À quel moment? Justement. À quel moment de tout ce que tu nous as raconté? Mais après l'accouchement de mon dernier. Ok. Voilà, c'était donc ici. Avant la direction médicale, alors? J'y étais déjà. Tu étais J'y étais déjà. D'accord. Mais je n'étais pas encore responsable. Oui. J'y étais en tant qu'employée comme tout le monde, mais je n'étais pas encore responsable. Donc j'ai fait 2 années en cours de soins après l'accouchement de mon dernier. Il devait avoir à peine 10 mois. Wow, ouais. Je courais, je venais le laisser, je tournais vite un peu de quelque chose à manger, Et je venais à la babysitter, je fonçais à Solvay pour faire... Ah oui, Solvay en plus, oui, ça va, hein. Quand tu fais tes trucs, c'est pas à moitié. Là, c'est là où j'ai fait ma formation en management. Okay. Et lors de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. On n'apprend pas seulement la gestion hospitalière, on apprend aussi à gérer l'être humain, à comment gérer tout un groupe de personnes. Donc ça m'a aidé à pouvoir gérer aussi au niveau privé. D'accord. À pouvoir aussi savoir vraiment reconnaître au final qui j'étais, c'est-à-dire de se dire, on vit avec des gens, nous sommes différents. C'est pas parce qu'il y a l'un est plus mauvais ou bon ou plus bon que l'autre. Nous sommes tous différents, mais nous devons tous vivre ensemble et apprendre à tirer le meilleur de d'autrui. Je pense que on apprend ça, c'est vrai. Oui, on apprend ça. On apprenait juste à travailler dans les grosses entreprises. Non, on nous mettait devant des ça c'est super intéressant. C'était du leadership. Ouais. Et je pense que quand vous êtes une mère, une femme, une mère, et tout ça, vous avez besoin de cela pour pouvoir aussi gérer votre propre maison. Parce que si vous ne pouvez pas gérer votre maison... oui, donc la voilà, base. Ça c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Ça, c'est ce que tu disais que tu as appris à 40 ans, que tu aurais aimé apprendre beaucoup. Tu dois aller m'inscrire à Solvay. Oui, à Solvay. Donc j'avais mon fils, il a 38 ans, justement, 38, 39 ans. Ouais. Et donc c'est là où j'ai fait cette formation. Et donc avec ça, ça faisait que ça rééquilibrait encore plein d'autres choses dans la vie. Parce que, comme mon mari disait encore, depuis que je te connais, tu n'arrêtes pas de faire des formations. Et donc, je n'ai jamais arrêté de faire les formations. J'ai toujours fait, même quand j'étais, avant mon deuxième accouchement, je faisais de l'informatique en cours de soir. Je ne pouvais pas imaginer justement que quelques années plus tard, je travaillerais qu'avec ça. Ensuite, j'ai fait des cours de soir de néerlandais, des cours à l'heure de midi de néerlandais, à Brugman. Donc, je n'arrêtais pas. Voilà. Je continue, je me dis, toujours essayer de faire quelque chose. Même si on a l'impression comme ça que ça ne nous apporte rien. Mais ça te permet aussi de rencontrer des gens différents. Voilà. De changer. En fait, on ne sait pas quand on jette son pain dans l'eau, c'est ce qu'on dit. Il y a toujours
une prédication comme ça que un pasteur faisait à l'église. Il disait, oui, il faut jeter son pain dans l'eau parce qu'on ne sait pas à quel moment ça remonte, ni où. Ni où. Voilà, Ouais. donc... Voilà, non, vraiment, je pense. Et moi, quand je regarde un film, je regarde pour m'apaiser. Parce que généralement, lorsque vous rentrez à ta maman, vous courez à gauche ou courez à droite. Et à 20h, 21h, quand ils sont en lit, j'ai besoin de me poser, de prendre un thé et de me placer devant un film. Il ne faut pas me demander de te raconter quel film j'ai regardé parce qu'en réalité, quand je le regarde, c'est pour décompresser. C'est pour décompresser. Ouais. Je ne regarde pas pour pouvoir le raconter après, par exemple. Tu es dans une autre démarche. C'est ça, je ne suis pas dans la démarche de me souvenir du nom exact de l'acteur. Parfois, je peux connaître le morceau, mais il faut que j'aille le chasamer pour pouvoir me rappeler. Je vois le genre. Ah oui, mais en tout cas, ce que tu as dit, fabuleux. Donc, c'est... Voilà. Continue à pédaler. Continuer à toujours pédaler. Tout ce qu'on apprend, on apprend toujours quelque chose. Ben voilà, aujourd'hui, j'apprends afro-péane. J'apprends et je suis contente de participer à ce mouvement. Je ne sais pas ce que ça, si quelqu'un sera impacté par mon histoire ou comment, mais j'espère bien. En tout cas, je te tiendrai au courant. Mais voilà. Et j'espère vraiment qu'on pourra, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, voir les fruits de ce qu'on est en train de semer ici. J'espère. Vraiment, ce serait vraiment une très bonne chose pour les C'est ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!